Merci de vous joindre à nous. Je suis Chérubin Gaby Dorcil. Bienvenue à ce spécial Élections américaines 2016 de VOA Afrique. Dans quelques jours, les Américains élisent un nouveau président, plus précisément le mardi 8 novembre. Durant cette demi-heure, nous verrons comment les résultats de ce vote affecteront non seulement les habitants des États-Unis, mais aussi ceux d'autres pays. Tout d'abord, un résumé de la campagne électorale qui, de l'avis de beaucoup de gens ici aux États-Unis, a manqué de civilité. Elle a très souvent porté sur d'autres choses que les grands dossiers. Les candidats Hillary Clinton et Donald Trump, qui se sont affrontés au cours de 3 débats, se sont livrés à des attaques personnelles. Clinton accuse Trump de haïr les femmes, les immigrants et les membres de minorités. Et Trump qualifie de son côté Clinton de criminel qui a caché ses emails du temps où elle était au département d'État et qui manipule le processus électoral à son avantage. Une chose est sûre, les deux candidats ont des opinions divergentes sur la manière de diriger le pays. Nous allons examiner tout au long de cette émission le contraste entre leurs programmes, à commencer par quelques grands dossiers comme la manière de relancer l'économie américaine au bénéfice de la majorité des Américains. Le plan de Clinton augmentera les impôts des riches. Trump veut réduire les impôts des individus et des entreprises pour encourager la création d'emplois. Trump est persuadé que ces abattements fiscaux contribueront à la création de millions de nouveaux emplois, dont beaucoup sont actuellement envoyés à l'étranger. Et Clinton veut accroître la formation professionnelle et estime que la haute technologie et les énergies renouvelables offrent de nouvelles opportunités de croissance. Autrefois partisane, il faut le dire, des accords de libre-échange, Clinton veut maintenant protéger les travailleurs américains tout en conservant les accords en vigueur. Mais quant à Trump, il entend renégocier nombre de ces accords commerciaux. Il accuse certains partenaires des États-Unis de prendre avantage de ces accords. L'approche de Trump reflète sa politique étrangère qui est basée sur la notion de l'Amérique d'abord. Le candidat républicain dit avoir un plan pour défaire le groupe État islamique, améliorer les relations avec la Russie et annuler l'accord nucléaire conclu avec l'Iran. Hillary Clinton, de son côté, veut faire appliquer l'accord nucléaire iranien, défaire aussi le groupe État islamique, et elle soutient le rôle des États-Unis au sein de l'OTAN. Sur l'un des sujets clés de cette campagne, l'immigration, les différences ne pouvaient être plus profondes entre les deux candidats. Mme Clinton veut que les États-Unis acceptent un plus grand nombre de réfugiés et trouvent un moyen de régulariser la situation des immigrants en situation illégale. Ils sont plusieurs millions. M. Trump, lui, veut ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique pour barrer la route aux immigrants illégaux. Il a aussi appelé à une analyse extrême du casier judiciaire de ces réfugiés avant de les admettre comme réfugiés. Ces divergences sur qui peut venir aux États-Unis en premier et qui doit partir braquent les feux de la rampe sur les immigrants de cette saison électorale. Ainsi que le rapporte Michael Sullivan de Los Angeles, les deux candidats pensent avoir le meilleur plan pour protéger la sécurité nationale tout en accueillant de nouveaux arrivants aux États-Unis. Le récit de Roger Munto. Les États-Unis sont une nation d'immigrants. Ceux-ci jouent un rôle important dans l'économie du pays et l'enrichissement au plan culturel. Vous êtes nos voisins, nos collègues, nos amis, nos familles. Toutefois, la crise des réfugiés en Europe, la menace du terrorisme et la présence d'environ 11 millions de sans-papiers ici aux États-Unis sont devenus les principaux enjeux de la campagne électorale. Donald J. Trump appelle à un arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Trump a par la suite modifié cette position, mais continue d'appeler à la construction d'un mur le long de la frontière sud des États-Unis pour arrêter l'immigration illégale en provenance du Mexique. Ils apportent de la drogue, de la criminalité. Ce sont des violeurs, mais je suppose que certains sont de bonnes personnes. La politique d'immigration de Trump prévoit également le paiement du coût du mur par le Mexique et la fin de la politique dite des captures et libération des illégaux. Le candidat républicain entend par ailleurs expulser les criminels étrangers, renforcer les patrouilles frontalières et déployer le système informatique E-Verify de vérification du permis de travail des immigrants. L'accent mis par Trump sur la lutte contre l'immigration clandestine galvanise les hispaniques qui sont pour la plupart favorables à Hillary Clinton d'après les sondages.
La candidate démocrate promet dans ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche une réforme globale de l'immigration qui ouvrirait aux sans-papiers une voie vers la citoyenneté. En outre, elle compte trouver des moyens d'accélérer l'octroi du visa familial, de protéger les frontières et la sécurité nationale et de ramener dans l'économie formelle des millions de gens qui travaillent durement dans le noir. En outre, elle compte trouver des moyens d'accélérer l'octroi du visa familial, de protéger les frontières et la sécurité nationale et de ramener dans l'économie formelle des millions de gens qui travaillent durement dans le noir. Madame Hillary Clinton s'est aussi engagée à défendre les programmes du président Barack Obama protégeant temporairement certains jeunes et les parents d'enfants américains en instance d'expulsion. La Californie est l'État le plus peuplé du pays, celui comptant le plus grand nombre d'électeurs. Et donc, le plus grand nombre de grands électeurs au sein du collège électoral. Les Américains élisent leur président au suffrage indirect, vous le savez peut-être, et nous allons examiner brièvement ce processus démocratique. Après que chaque parti ait déterminé un candidat à la présidence, ces derniers choisissent un colistier. Les deux équipes mènent alors une campagne agressive en préparation pour le scrutin du 8 novembre. Le jour de l'élection générale, les électeurs inscrits se rendent à leur bureau de vote local pour choisir leur président. Bien que le vote soit crucial, le nom du gagnant est techniquement déterminé par un système appelé le collège électoral. Le collège électoral est composé de représentants ou d'électeurs qui sont choisis en fonction des résultats de vote dans chaque État. Les États les plus peuplés ont plus d'électeurs. Pour gagner la présidence, un candidat doit obtenir une majorité ou 270 voix d'électeurs. Les électeurs votent alors un mois plus tard, mais le nouveau président ne prendra officiellement ses fonctions qu'à la cérémonie d'inauguration fin janvier. Alors que le compte à rebours pour la présidentielle américaine se poursuit, nous verrons comment les expériences passées ont formé les candidats. Et nous verrons aussi pourquoi l'enjeu est si important pour les travailleurs dans notre pays. Je vous retrouve dans un instant. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. De nouveau, bienvenue dans cette émission spéciale de VOA Afrique sur la course à la Maison-Blanche. Quelle expérience personnelle façonne un candidat à la présidence? Les candidats, cette année, ont des positions opposées sur de nombreux sujets, mais ont en commun certaines qualités, leurs histoires personnelles, marquées par la ténacité et l'ambition. Commençons par Hillary Clinton. Comme l'explique Cindy Saine, Hillary Clinton a battu campagne presque toute sa vie. Écoutons Lionel Gaïma. Hillary Clinton a failli remporter les élections de 2008 après une campagne acharnée. Elle a dû renoncer à ses ambitions face au jeune sénateur Barack Obama.
Lors de son discours de concession, elle a parlé de sa lutte pour aider les femmes à surmonter les obstacles parfois appelés le plafond de verre, tout en rappelant les 18 000 votes qu'elle a reçus. Bien que nous ne sommes pas en mesure de briser ce plafond cette fois-ci, grâce à vous, ce plafond a maintenant 18 millions de fissures. Et la lumière brille à travers comme jamais auparavant. Cette lumière nous remplit d'espoir et de certitude que le chemin sera un peu plus facile la prochaine fois. 8 ans plus tard, Clinton a remporté la nomination et espère briser le plafond de verre ultime pour devenir président. Fille d'un père républicain convaincu, la petite Hillary est tombée dans la marmite de la politique à cause de sa mère démocrate. Adolescente, Hillary était républicaine. Elle a étudié à Wesley College, elle est devenue plus engagée politiquement. Elle a aussi fréquenté les bandes de Yale Law School, où elle est devenue une démocrate progressiste. C'est là où elle a rencontré son futur mari, Bill Clinton, dans la bibliothèque. Ils se sont mariés en 1975 et elle l'a suivi dans son État de Arkansas, où il a été élu gouverneur en 1978. La fille de Clinton, Chelsea, est née en Arkansas. C'est ici que Ron Fournier a couvert la famille pour la première fois. Il a fréquenté le couple à Little Rock et plus tard à la Maison-Blanche. Bill Clinton's very good about relating a joke, telling a joke. Bill Clinton a un très bon sens de l'humour. Elle en a aussi. Elle a de l'autodérision. Cet humour qui plaît à beaucoup de gens. Personnellement, je trouve cela très attachant car c'est très authentique. L'ancien porte-parole de Bill Clinton à la Maison-Blanche, Bob Weiner, nous raconte que Hillary fait preuve de beaucoup plus d'intelligence quand il s'agit de résoudre des problèmes et trouver des solutions que Bill Clinton ou le président Barack Obama, mais elle n'a pas quelque chose qu'ils ont. Elle sait qu'elle n'a pas le charisme, mais elle a l'intelligence et le pouvoir, ce qui est énorme. Bill Clinton a été élu président en 1992. Il avait dit que les États-Unis s'étaient offert 2 présidentes pour le prix d'un. Hillary était une première dame très politiquement engagée. Elle a mené plusieurs combats, mais elle a perdu celui du programme de la santé universelle. À la Maison-Blanche, les rumeurs persistantes des infidélités de Bill, le scandale sexuel de Monica Lewinsky ont coûté à Bill Clinton sa présidence. L'humiliation publique qu'a dû subir Hillary l'a beaucoup affectée. Elle a changé à cause de tous ces tracas. Elle est devenue plus dure à cause des multiples obstacles auxquels elle a dû faire face. Certains d'entre eux sont tout à fait injustes. Les mois qui ont suivi, le scandale était des moments douloureux, mais le mariage a survécu. Ils essayent de faire face à leurs échecs conjugaux en privé. Je peux vous dire que je les ai fréquentés et ils s'adorent. Hillary a tout fait pour survivre à cette période, forgeant sa propre carrière politique. Elle a remporté l'élection à New York pour le Sénat des États-Unis en 2000 et a été réélue en 2006. En 2008, Obama l'a nommée son secrétaire d'État. Elle a visité 112 pays et a utilisé son travail pour mettre en exergue les droits des femmes et le pouvoir de la diplomatie surnommée soft power. Maintenant, Hillary Clinton se trouve dans le combat politique de sa vie, la course à la Maison-Blanche contre la célébrité Donald Trump. L'histoire de la vie de Hillary Clinton suggère qu'elle ne va pas. L'histoire de la vie de Hillary Clinton suggère qu'elle va se battre de toutes ses forces pour gagner le 8 novembre. Contrairement à Clinton, Donald Trump est un outsider en politique. Ses partisans considèrent cela comme une force en cette année marquée par la colère des électeurs contre le système actuel. Mais, ainsi que le rapporte Carol Presotti, Donald Trump, tout comme Hillary Clinton d'ailleurs, a livré bataille toute sa vie. Le récit avec Michel Joseph. Durant cette saison électorale, aucun candidat n'a autant surpris l'électeur américain que Donald Trump. À 70 ans, certains disent qu'il n'a pas beaucoup changé depuis l'âge de 7 ans. Né dans le Queens, à New York, le jeune Donald a grandi dans le quartier riche de la Jamaïque.
Il était le 4e de 5 enfants. Son père était très autoritaire, très exigeant. Il était le boss. Et bien sûr, Donald a hérité de ses traits et caractéristiques. En 1968, Donald Trump est sorti diplômé de la prestigieuse école des finances de Wharton School. Avec son père, impliqué dans des projets de construction dans le Queens et Brooklyn, Donald a jeté son dévolu sur le quartier East River de New York. Trump avait cultivé des contacts d'affaires de son père. Avec son soutien, Trump a mis en place sa propre entreprise avec un investissement d'$1 million. New York est le plus grand marché de l'immobilier dans ce pays. Et Trump est un entrepreneur moyen. La plupart des gens se disaient qu'il était un succès médiocre. Il a eu quelques succès, mais il a aussi eu quelques échecs. Dans les années 1970, le ministère de la Justice a accusé la société de Trump de violer la loi sur l'égalité dans l'immobilier, puisqu'il avait empêché les minorités de la location de louer dans ses bâtiments. Trump a réglé l'affaire à l'amiable. Il est peut-être mieux connu pour la Tour Trump, un complexe de $200 millions et des boutiques de vente au détail, 6 niveaux atrium, 58 étages et une chute d'eau de 18 mètres. Trump est également connu pour la construction de casinos à Atlantic City, dans le New Jersey. D'abord Trump Plaza, puis le château de Trump, ensuite le Taj Mahal, qui coûte près d'$1 milliard et qui a finalement fait faillite. Lorsque le marché de l'immobilier a chuté en 1990, la valeur de son empire est passée de $1,7 milliard à $500 millions. Il a emprunté de l'argent et a trouvé de nouveaux investisseurs pour éviter la faillite. Son émission de télé-réalité, The Apprentice, a fait de Trump une star. Les participants faisaient la compétition pour être des gestionnaires dans l'empire Trump. Trump a été payé plus de $200 millions pour cette émission. Trump a montré publiquement son intérêt pour la politique la première fois à la fin des années 80. Il a rejoint le Parti réformiste, le Parti démocratique, puis est devenu indépendant. I am officially running for President of the United States. Le candidat Trump a multiplié des déclarations controversées. Lorsque le Mexique envoie ses gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils ne vous envoient pas, vous. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils nous apportent ces problèmes. Ils viennent avec la drogue, ils viennent avec des crimes. Ils sont des violeurs. Ils sont des violeurs et quelques-uns, j'imagine, sont de bonnes personnes. Sa solution controversée, construire un mur à la frontière des États-Unis. Ensuite, Trump a appelé à une interdiction d'entrée des musulmans aux États-Unis suite à une attaque terroriste en Californie. Malgré tout, son soutien a grandi parmi les républicains. Les Américains s'accordent à dire que cette élection présidentielle est sans précédent. Dans l'arène politique, le républicain Donald Trump contre l'ancienne secrétaire d'État et ancienne première dame Hillary Clinton. Une opposition que personne n'a vue venir. Le monde a suivi de près les plans des deux candidats pour faire face au terrorisme et à d'autres problèmes mondiaux. Massoud Farivar examine leur position en matière de politique étrangère, allant des relations au sein des alliances internationales à l'élimination du groupe État islamique. Claire Morin-Gibour. L'OTAN, organisation politico-militaire occidentale, est devenue subitement un sujet phare de la campagne présidentielle. Nous devons travailler plus étroitement avec nos alliés, ce que Donald dédaigne totalement. Nous travaillons avec eux depuis de nombreuses années et c'est un immense gâchis aujourd'hui. Les divergences sur l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN soulignent les différentes visions des deux candidats. Je pense que Trump est un nationaliste, c'est un populiste, alors qu'Hillary Clinton, elle, a un profil plus international, plus ouvert aux relations multilatérales. Trump veut une armée plus forte et une politique étrangère basée sur les intérêts américains. Clinton, elle, s'engage à faire avancer la politique étrangère américaine sur tous les fronts, de la diplomatie au développement.
Ces visions divergentes ont conduit à des différences marquées à l'égard de certains adversaires comme la Russie. Je ne connais pas Poutine. Je pense que ce serait une bonne chose de nous entendre avec la Russie et combattre le groupe islamique. Clinton est plus belligérante. Je me suis opposée à la Russie, je me suis confrontée à Poutine et d'autres et je le ferai encore en tant que présidente. Les deux candidats sont également en désaccord profond sur l'accord nucléaire iranien. Un mauvais accord pour Trump contre la fin du programme d'armement nucléaire de Téhéran pour Clinton. Les différences politiques des deux candidats sont devenues encore plus évidentes concernant la lutte contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak. Je n'aime pas du tout Bachar al-Assad, mais il combat Daesh. La Russie combat Daesh. Et l'Iran combat Daesh. Ils se sont tous alignés en raison de notre faible politique étrangère. La Russie n'a jamais prêté attention à Daesh. Ils veulent maintenir Assad au pouvoir. Donc moi, quand j'étais secrétaire d'État, j'ai préconisé et je continue de préconiser aujourd'hui une zone d'exclusion aérienne et des zones de sécurité. Rappelons que lors des dernières élections américaines, les électeurs se sont toujours plus souciés d'autres questions comme l'emploi et l'économie plutôt que de la politique étrangère. Vous ne vivez peut-être pas aux États-Unis, mais vous suivez probablement avec intérêt cette élection du fait de l'enchevêtrement des économies mondiales. Avec des emplois américains emportés et des partenaires commerciaux devenant des concurrents, les travailleurs du monde ont maintenant besoin de comprendre le commerce international. Millar Segan nous montre dans ce reportage que les deux candidats se donnent comme priorité au plan commercial de protéger les Américains. Présentation, John Lendon. Comme l'a dit le candidat républicain dans le premier débat, des pays comme la Chine et le Mexique ont abusé de la générosité américaine et ont détourné les emplois. Nous devons renégocier nos accords commerciaux. Ils prennent nos emplois, offrent des facilités et font des choses que nous ne faisons pas. Trump appelle l'accord de libre-échange nord-américain le pire accord jamais approuvé. Et il promet de tout faire pour que le partenariat transpacifique que la candidate démocrate Hillary Clinton a décrit comme le gold standard d'accords commerciaux échoue. Oui, j'ai dit que j'espérais que ce serait une bonne affaire, mais quand il a été négocié et je n'en étais pas responsable, j'ai conclu qu'il n'en était pas le cas. Le partenariat transpacifique créerait une des plus grandes zones de libre-échange dans le monde. 12 nations du Pacifique représentant près de 40% du PIB mondial. Les syndicats sont parmi les plus fervents critiques. Richard Trunke dit que le TPP n'est qu'un contrat d'externalisation. Certains disent que le commerce est souvent blâmé injustement. En fait, le commerce est une cause relativement mineure des pertes d'emplois. Les statistiques révèlent que plus de 80%, soit 8 pertes d'emplois sur 10 dans les économies avancées, ne sont pas dues aux importations ou aux échanges, mais à une productivité accrue grâce à la technologie et à l'innovation. Le président de la Banque mondiale dit que le protectionnisme a un impact négatif. Aux réunions du G20, de nombreux leaders mondiaux ont tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences néfastes de l'isolationnisme, du protectionnisme, et ils étaient tous très inquiets. L'impact négatif du commerce mondial est plus important depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2000. Depuis lors, les coûts de main-d'œuvre et l'afflux de produits chinois sur le marché ont causé la perte d'environ 5 millions d'emplois aux États-Unis. Le sentiment anti-commerce est susceptible de persister. Cela a été l'échec marquant de la politique de ces dernières 25 années. Les décideurs politiques savaient dans l'abstrait qu'il y aurait des perdants, mais l'hypothèse était que l'économie était assez dynamique, assez souple, assez importante et assez diversifiée pour absorber les personnes qui avaient été affectées par le commerce. Mais le commerce n'est pas un jeu à somme nulle. Alors que les constructeurs automobiles américains pourraient faire face à la concurrence accrue de la part des Japonais, les agriculteurs américains disent que les bas tarifs attribués aux pays de la côte pacifique vont augmenter leurs exportations de produits alimentaires de plus de 5 milliards de dollars. Nous vous retrouvons après cette pause. Dans un instant, nous verrons comment les nouveaux électeurs de l'Ohio encouragent les autres immigrants à voter cette année.
La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Une armée de volontaires fait du porte-à-porte pour enregistrer les électeurs. Dans l'État clé de l'Ohio, amener les immigrants nouvellement naturalisés à voter est une grande entreprise. Et Caroline Presutti nous emmène voir comment cela se passe dans les communautés asiatiques, africaines et moyen-orientales. Jacques Aristide. Betula Moussa n'a pas encore l'âge du droit de vote. Mais elle reconnaît son importance. Ceci est pour tous les immigrants. Votre vote compte. En une journée, elle a frappé à 60 portes dans son quartier de Columbus, dans l'Ohio. You're 20, girl. Why you don't want to vote? Banaka. Birthday ka? À la prière du vendredi, les musulmans sont appelés à se faire enregistrer. Soyez de la partie. C'est important. Il s'agit d'une obligation islamique. Halima Mohamed s'est inscrite afin de voter pour la toute première fois dans sa vie. Si vous voulez que les choses changent, eh bien, vous n'avez qu'à commencer par vous-même. Et à Cleveland, les volontaires offrent du pain gratuitement pour inciter les hispaniques à s'inscrire. Pour Gilbert Ruiz, les électeurs de sa communauté cherchent des garanties. Si tu ne fais rien pour moi, je ne voterai pas pour toi. Dans ce quartier asiatique, un groupe qui se sent marginalisé, Terry Wong a supporté Bernie Sanders. Même durant la campagne de Bernie, il listait les minorités et de temps à autre, il omettait les Asiatiques. Nous estimons que notre voix n'est pas entendue comme elle le devrait. Convaincre les gens à s'inscrire est déjà tâche ardue. Les persuader à se rendre aux urnes sera une autre paire de manches. Comment les gens votent et quel sera le taux de participation, nous allons le voir le jour de l'élection parce que depuis que ce groupe connaît une croissance rapide, nous ignorons les tendances dans l'Ohio. Les immigrés de l'Ohio représentent environ 8% de la population, un pourcentage qui n'est pas énorme, mais qui, d'après les analystes, pourrait faire basculer l'élection dans l'un ou l'autre camp. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission spéciale élection américaine, course vers la Maison-Blanche. Assurez-vous de nous suivre le jour du vote, le 8 novembre, pour notre couverture continue des élections américaines 2016. Le 8 novembre, La Voix de l'Amérique couvrira dans 45 langues les résultats d'élections présidentielles américaines. Les premiers résultats tomberont autour de 23 h temps universel. Le décompte du gros des suffrages débutera vers 1 h temps universel et les discours de victoire et de concession de défaite auront lieu probablement vers 4 h TU. Je suis Chérubin Gaby Dorsil. Merci de votre attention.